Je voudrais appeler Tatiana. Tatiana est une serial entrepreneur. Elle a cofondé Dinissime.com, une sorte de groupon de la beauté. Non, Tatiana, je ne dirais pas que j'ai été cliente make-up pour une émission de télé il y a 10 ans, je ne le dirai pas. Mais bon, puisque toutes les bonnes choses ont une fin, et elle a vendu sa société, elle a vendu cette boîte en 2013 à une filiale d'Amazon. Donc ce métier parallèle s'est arrêté pour moi. Elle dirige aujourd'hui Levia, une start-up qui a la manière d'un moteur de recherche. Là, je lis ce que tu me dis parce que je ne comprends pas tout, mais tu nous expliqueras bien. Moteur de recherche permet de générer algorithmiquement une réponse précise à des requêtes clients ou collaborateurs dans plus de 120 langues sous forme conversationnelle, sans entraînement préalable. Tatiana est aussi très engagée dans l'écosystème entrepreneurial. Elle est la coprésidente et cofondatrice de Sista, un collectif qui tente à réduire les inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes. Et c'est vrai qu'avec une sœur pareille dans ce milieu, on doit être vraiment pas mal. Tatiana Jamar. D'ailleurs, j'ai une petite annonce. Voilà, c'est bon. J'aimais pas du tout, je tiens à vous le dire, Nathalie, j'aimais pas du tout, j'ai l'impression de vous tourner le dos la plupart du temps, donc je me suis dit, cette chaise est condamnée. Cette chaise est condamnée, voilà. Donc mets-toi où tu veux. Laura Meggi est ingénieure, elle a fait sa carrière dans la finance entre Paris et New York, chez Natixis, Société Générale. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit? Si je dis une bêtise, vous m'arrêtez. Avant de rentrer à Paris et cofonder en 2016 Tractor. Tractor est la première plateforme en ligne dédiée aux professionnels, spécialisée dans la location d'engins de chantier pour le BTP. C'est aussi une femme engagée, qui milite pour plus de diversité au sein de l'écosystème numérique. Et avec, vous étiez d'ailleurs ensemble au sein du Conseil national du numérique. Et là, vous nous direz peut-être quelques mots, mais vous êtes impliqué dans une start-up à l'initiative de 2 médecins qui s'appelle Epoca. Bienvenue. Alors, Marc Ménassé est à la tête de Founders Future, dont le rôle est d'investir dans tous les métiers de l'innovation, de la tech et de l'impact. Il est aussi DG de D-Tech, le premier SPAC en France dans le domaine de la tech. Vous nous ferez un point SPAC, hein, Marc, tout à l'heure. Voilà, qui a fait son introduction. En bourse il y a moins d'1 semaine, donc bravo, félicitations. Pour l'anecdote, je tiens à vous dire que j'ai appelé Marc avant cette journée pour lui dire voilà Marc, vous allez être le seul homme à cette table ronde, etc. Donc j'aimerais que vous trouviez votre place. Et là, Marc m'a dit ma place à cet endroit-là, mais je peux vous dire qu'elle est toute trouvée parce que moi, je suis celui qui investit et qui soutient le plus d'entrepreneurs femmes à Paris. Le plus, je dis pas beaucoup. Beaucoup, oui. Exactement, il a dit quand le marché est à 3%, moi je suis à 1/3 de mon portefeuille. Donc c'est vrai. Avec quelques exemples notables, donc Julie Chapon de Yuka, Elodie Jacquemont à l'origine de Licence, Angélique Desclèves d'Épicure, et très récemment même dans un nouveau domaine, 2 jeunes femmes qui voulaient ouvrir une sorte de cantine, une sorte de Big Mama avec californien. Cali Sister. Cali Sister, exactement. Trop bien. Trop bien. Bon bah voilà, tout le monde connaît sauf moi. Très bien. Marc, je vous en prie, bienvenue. Donc, sur ces mécanismes de réussite, on va juste partir d'un tout petit point. C'est que entre 2008 et 2018, selon les chiffres que j'ai lus grâce à Sista, seuls 5% des startups ont été fondées par des équipes féminines, 10% par des équipes mixtes et 85% par des équipes masculines. Au rythme actuel, il faudra attendre 2090 pour atteindre la parité. Ça me fait presque rire en fait. Pour atteindre la parité dans l'entrepreneuriat. Voilà pour l'ambiance. Alors puisqu'on est audacieux, mais pas que, on est aussi positif, l'idée ce matin c'est d'essayer de trouver des solutions. Et parmi ces solutions, l'étude menée par nos experts pour Veuve Clicquot montre que 17% des femmes qui aspirent à devenir entrepreneurs, seuls 17% savent nommer une femme entrepreneur à succès et 31% à nommer un homme. Bon, alors, les hommes qui nomment des hommes, c'est 48%, pour précision. Mais un petit exemple, le top 3 en France, les femmes nomment
Liliane Bettencourt, Céline Lazorte, ce qui est une bonne nouvelle, et Coco Chanel. Et en face, donc pour les hommes, on a Jeff Bezos, Bill Gates et Steve Jobs. Donc on est quand même, effectivement, on manque de modèles et il va falloir un petit peu qu'on les mette en lumière, ces femmes, pour montrer l'exemple. Parce que dans le même temps, 48% des femmes qui aspirent à devenir entrepreneurs disent à quel point elles en ont besoin. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être, et Marc a évidemment la parole, mais une de vous deux, d'abord si vous avez eu, si vous-même, vous avez eu des modèles, dans quel endroit, dans quel domaine, est-ce que c'était dans votre famille, au cinéma, dans des livres, dans des journaux, voilà, et est-ce que ça vous a aidé, et si vous pouvez partager votre point de vue là-dessus. Je sais jamais si c'est bon. Oui, effectivement, moi j'avais un peu trop regardé Ali McBeal, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série, et donc j'ai fait du droit. J'étais convaincue que la robe d'avocat allait me donner des super pouvoirs, et que les super pouvoirs allaient me permettre d'être moins timide, d'oser faire un milliard de choses que je n'osais pas faire. Et donc, le jour de ma prestation de serment, j'ai réalisé que cette robe ne m'avait pas donné de super pouvoirs. Je suis restée quelques temps, et finalement j'ai rencontré mon associée Lara, avec qui j'entreprends depuis maintenant 13 ans. D'où l'importance, enfin, moi je suis d'accord de l'importance d'entreprendre à deux, c'est assez merveilleux. C'est parce qu'effectivement on se sent très seul quand on entreprend. Et je pense que le fait que ma boîte mail à l'époque était Caramel et que Caramel avait été montée par une femme m'a permis de me dire que j'allais pouvoir entreprendre aussi. Donc j'ai eu des rôles modèles, évidemment on a tous eu des films et des gens dans notre entourage qui nous ont marqués, nous ont donné envie d'entreprendre. Mais je pense qu'une fois qu'on entreprend, malheureusement, on ne peut faire que ça, parce que c'est un des métiers pour moi les plus beaux du monde. Ça permet de vivre toutes les aventures qu'on a envie de vivre étant enfant. Et donc effectivement, on l'a beaucoup entendu ce matin, des montagnes russes assez compliquées, beaucoup de culpabilité, beaucoup de sentiments d'imposture, et en même temps une adrénaline incroyable qui fait que quand on voit les gens prendre autant de plaisir dans ce qu'ils font, on a aussi envie de le faire. Vous m'entendez pareil? Oui, oui. Alors, moi c'est un peu pareil que toi, Tatiana, dans un autre domaine. J'ai commencé par avoir une première vie, comme tu le disais, en finance. Et avant ça, même, j'ai fait des études où pendant très longtemps, j'ai été une des rares femmes. Donc c'est vrai que cette question du genre et de ma position en tant que femme dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'avais déjà plus ou moins vécu dans un autre contexte. En prépa, Mathieu Pathé, il n'y avait quasiment pas de filles. En école d'ingé, il n'y avait quasiment pas de filles. J'ai eu la chance d'avoir très jeune en fait, un père qui m'a poussée et qui m'a permis de ne pas me mettre de barrière, je pense, et de m'autoriser un certain nombre de choses. Et donc, quand l'appel de l'entrepreneuriat s'est fait sentir bien au chaud, on va dire, à New York, au sein d'une BFI où ça se passait très bien, je n'ai pas pensé à mon aventure sous le prisme du genre. Et puis c'est vrai aussi que dans ma famille, notamment sur la partie de ma famille qui se trouve en Afrique, au Bénin, en Côte d'Ivoire, j'ai énormément d'exemples en fait, d'entrepreneurs femmes. Et donc c'est vrai que pour moi, en fait, je me disais pas que j'allais être une des rares. Bon, alors après, bien sûr, les engins de chantier, il n'y en avait pas beaucoup, mais ça m'a pas changé de ma carrière d'avant. Poste de CTO, il n'y en avait pas énormément non plus, mais j'ai envie de dire c'était dans la continuité de mes études. Et donc tout ça m'a paru relativement normal. Voilà. Alors du coup, je me posais la question, je me disais, est-ce que quand on est un homme, on peut avoir un rôle modèle féminin ? C'est vraiment le moment où tu peux pas dire non. Je me suis jamais posé la question, mais pourquoi pas ? Non, je peux rebondir sur un truc. Oui, tu peux éviter la question, oui. Bien sûr, tu peux. Je peux rebondir. Comment tu t'appelles ? Laura. Laura. J'aime beaucoup ce qu'a dit Laura sur le rôle de son père. Voilà. Je suis désolé, je reviens à un truc hyper important, c'est qu'on en a parlé ensemble, je crois que la notion de confiance, voilà, elle est extrêmement importante, et le fait de ne pas être des petits mis dans une case, je veux dire, c'est extrêmement important. Je vois, on a un point commun avec Tatiana, c'est que nos filles sont dans la même classe, elles ont 7 ans, et je crois que, puisque Tatiana a un mari qui est entrepreneur,
Moi, j'ai une épouse qui travaille beaucoup et qui occupe une fonction importante dans un très grand groupe français. Et donc, nos filles, elles sont exposées à un père, une mère qui travaille, un quotidien dur, de boulot, de tout manager en même temps. Et je crois que l'image, finalement, qui est renvoyée, c'est une image que, finalement, son frère et sa sœur, en l'occurrence chez moi, sont traités de la même manière par rapport aux parents, et tout est possible. Et je crois que, finalement, ça crée les conditions pour, en tout cas, pouvoir tenter beaucoup de choses. Voilà. Donc, j'ai été très sensible à ce que tu as dit par rapport à ton papa, parce que tu as quand même un profil incroyable. Ah bah, du coup, le champ des possibles était... Et en plus, t'es black, tu vois. Donc, t'as un profil, tu vois, c'est exceptionnel. On se connaissait pas avant, on s'était jamais vu. Mais c'est juste, je comprends pas, moi, que je te découvre aujourd'hui, parce que... voilà, j'ai fait pour ça, ces journées... Il y a une anomalie, donc merci, bravo. Voilà. Parce que... Non, mais c'est génial, ce que tu racontes. Vraiment. Merci, ça m'a... Tu vois. Tu étais au petit déjeuner ce matin de l'école. J'étais au petit déjeuner de l'école, c'est pour ça que je suis arrivé un peu plus. Je culpabilise de ne pas y être allée, mais Marc y était. Voilà. C'est ça, je me dis, au moment où tu as dit nos fils sont dans la même classe, je me suis dit, tiens, lui il est allé au petit déj et Tatiana n'y est pas allée. Non, mais son mari était là, j'étais avec son mari. Son mari était là. Tu vois, le truc, voilà. C'est pour faire tout ça, c'est pour faire. Excuse-moi, je t'ai coupé dans la question, si tu peux juste. Non, mais tu as un rôle modèle féminin. Un rôle modèle féminin, ouais, pourquoi pas. Pas encore trouvé. Pas encore trouvé. Non, pas encore trouvé, mais pourquoi pas? Parce que si tu veux, un jour j'ai rencontré par exemple l'ancienne patronne de eBay qui s'appelle Meg Whitman. J'étais dans une pièce, on était 6, elle racontait de son histoire, Meg Whitman, je la regardais. Alors, elle m'a encore plus surpris, si tu veux, du fait qu'elle soit une femme, parce qu'en fait, ça amplifiait encore plus son histoire. Elle racontait sa vie à la maison, elle racontait comment elle est devenue l'une des plus jeunes patronnes d'une boîte tech dans le monde. Je suis ressorti de là, je me suis dit, je suis un voiturier, quoi. J'ai beaucoup à apprendre, beaucoup à faire quand je voyais ça. Et donc, je ne me suis pas posé la question comme ça de dire le rôle modèle féminin, mais en tout cas, j'ai croisé des femmes dans ma vie qui m'ont beaucoup inspiré. Voilà. Et ce qui est assez tricky, je ne sais pas pourquoi me vient un mot anglais, c'est qu'on en parlait sur le côté des rôles modèles, il y a aussi une responsabilité un peu collective où justement il faut aussi, je pense, dans l'éducation, montrer des rôles modèles, des héroïnes du quotidien en quelque sorte, parce que si tout d'un coup nos rôles modèles, c'est que des nanas absolument incroyables, avec des parcours de dingue et qui en plus sont des épouses magnifiques, des mères extraordinaires, je veux dire, c'est un peu, c'est contre-productif. On en parle un peu souvent avec Tatiana, c'est un peu contre-productif dans la mesure où tout d'un coup vous dites, mais en fait, ah non, mais alors là, j'y arriverai jamais. Donc, comment on fait justement pour mettre en avant, pour mettre en lumière des héroïnes qui soient abordables en quelque sorte et qui ne soient pas l'entrepreneur féminin Instagram, quoi. Ouais. C'est un vrai sujet. Et je pense qu'il y a plein de choses en ce moment. Enfin, moi, c'est l'effet que me font les Instagram mums. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais à chaque fois que vous regardez les photos sur Instagram, les enfants sont parfaits, les mères sont parfaites, elles travaillent, elles gèrent les enfants, elles font tout, alors que moi, j'ai l'impression d'être au bout de ma vie tout le temps. Et je pense que c'est important de juste parler et c'est le cas depuis, je pense, 2 ans à peu près, parler de nos difficultés, que c'est extrêmement dur. Et il y en a qui arrivent à tout gérer et qui considèrent qu'il n'y a jamais de problème. C'est pas du tout mon cas. Je pense que c'est des hauts et des bas qui sont terribles. Je pense que moi, j'aurais jamais pu le faire seule. Et le fait d'avoir entrepris avec une amie, une femme depuis tout ce temps fait qu'on tient. Et effectivement, dans les moments où c'est très très dur, il y en a une ou l'autre qui a un peu plus d'énergie et qui arrive à relever et à faire en sorte qu'on continue. Mais je pense que c'est très important, que ce soit entre nous, dans des conférences, même dans la presse, de ne pas considérer uniquement l'exemplarité des femmes et qu'elles sont exceptionnelles et que tout est parfait, parce que quand tout est parfait, c'est limite anormal. Et donc, quand l'exceptionnel frôle la normale, on se retrouve sans forcément savoir si nous, on peut y arriver. Et donc, je pense qu'il faut démocratiser l'entrepreneuriat et évidemment parler de toutes les failles et les échecs qu'il y a, parce que c'est pas un long fleuve tranquille et il y a beaucoup d'échecs et c'est très dur d'y arriver. Et j'en parlais avec certaines d'entre vous, que ce soit sur la levée de fonds, sur l'association, sur le management des équipes, sur le recrutement des équipes. C'est quand même
un des métiers les plus passionnants et les plus intenses, et en même temps émotionnellement et psychologiquement très compliqué. Et c'était pas anodin qu'on parlait justement de se faire suivre. Voilà, moi aussi, je me fais suivre. Et je pense que chacun a ses petites astuces. Ça peut être des réseaux, ça peut être des amis, ça peut être son conjoint, ça peut être du sport. Mais en tout cas, il faut être à l'aise avec le fait que ça reste un chemin compliqué. Et du coup, donc, de l'importance de partager ses questionnements, ses échecs et son manque de confiance en soi, Laura, vous m'avez parlé d'une petite méthode. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui aussi, ce qui est important, c'est finalement qu'on parte les unes et les autres, et les uns et les autres, avec des petites choses qu'on puisse appliquer finalement et qui changent un peu notre vie et notre façon de voir. Et vous m'avez parlé d'une méthode qui consistait à booster un peu votre confiance en vous, notamment quand il s'agissait de vous lancer dans un projet important, professionnel, etc. Est-ce que vous pouvez partager avec nous cette petite idée d'arbre ? D'arbre de décision, totalement. Ça, c'est hérité de mes études. Vous avez parlé d'un mini-board. Vous m'avez dit, je fais un mini-board de moi-même. Je fais un mini-board avec moi-même. Donc, comme tout le monde, en fait, j'ai plusieurs personnalités qui me composent. Donc, il y a la Laura peureuse, il y a la Laura pragmatique, il y a la casse-cou. Elles sont multiples. Et à chaque fois que j'ai besoin de prendre une décision qui peut paraître risquée ou qui va m'amener à me remettre en question, ce que je fais, c'est que je réunis tout le monde. Et puis, on commence à faire les arbres de décision. Qu'est-ce qui va se passer si je prends la décision A ? Je poursuis mon arbre jusqu'au bout du chemin, avec l'idée de me projeter à horizon 5-10 ans, par exemple. Quels seront les outcomes ? Qu'est-ce qui va se passer si je prends la solution 1, 2, 3 ? Et l'idée, c'est de donner la voix à tout le monde, en fait, de permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer, et ensuite de peser le pour et le contre, et d'essayer de trouver un arbitrage rationnel et sur lequel tout le monde va pouvoir se retrouver. Donc ça a l'avantage de s'ouvrir aussi le champ des possibles, encore une fois, d'essayer d'aller au-delà des freins qu'on peut se mettre, des a priori qu'on peut avoir sur tel ou tel parcours. Dans mon cas, typiquement, quand il s'est agi en 2016 de quitter mon boulot pour me lancer dans l'aventure, concrètement, tous mes amis me prenaient pour une folle, la plupart de ma famille, non, pour le coup, ma famille, c'est vrai qu'il y avait moitié-moitié, mais si j'avais dû écouter les gens autour de moi, j'y serais pas allée. Donc, il a fallu que je trouve un moyen, en fait, de m'auto-motiver et de me conforter aussi dans la pertinence du choix que je m'apprêtais à faire, de ce saut dans le vide. Et c'est vrai que le mini-board, je le conseille, ça permet, plus je le fais, et plus ça permet, en tout cas, à titre perso, d'étouffer les voix un peu négatives qu'on a tous à l'intérieur. Notamment, la Laura peureuse, elle est de moins en moins présente, ou en tout cas, elle a moins en moins de choses à dire. Donc l'objectif, c'est un peu de faire taire ou de taire les émotions dans ce... Alors, je dirais pas que l'idée, c'est de faire taire les émotions. D'enlever au maximum Au contraire, c'est de les faire s'exprimer à un moment, à un instant T, de faire exprimer toutes les émotions que je peux ressentir, en fait, pas seulement de se focaliser sur la peur ou sur le qu'en dira-t-on, de laisser place à toutes les facettes de ma personnalité et d'essayer de trouver une réponse vraiment rationnelle. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique, hein. Je suis allée faire des maths parce que j'aime bien l'aspect logique, carré, et c'est vrai que cet arbre de décision multiple, il m'aide à rationaliser beaucoup un certain nombre de choix que j'ai pu faire et que je pense que je serai encore amenée à faire dans le futur. Voilà. Sur cet aspect confiance en soi, Marc, je crois que vous accompagnez pas mal. Vous m'avez parlé d'une volonté avec les femmes entrepreneurs que vous accompagnez de créer une sorte de cocon. Vous m'avez parlé de cocon pour qu'elles se sentent Moi, ce que j'ai observé, c'est que quand une fille, entre une fille qui arrive pour pitcher son projet, ah oui, ça, oui. C'était ça le point. C'est une fille qui arrive pour pitcher son projet versus un mec. Le mec, il est toujours dans la survente et la fille le contraire. Et donc forcément, si on n'a pas conscience de ça en tant qu'investisseur, comme c'est le cas de 99,9% des investisseurs en France qui sont investisseurs de carrière, d'accord, et où on va dire le secteur entier est gonflé de testostérone, si on s'arrête juste de prime abord, on va se dire, elle est mignonne, celle-là, elle n'a pas trop d'ambition, c'est pas pour moi.
Mais c'est un gros problème de lecture, en fait, de la femme et de la façon dont elle pitch. C'est que si on la met en confiance et si on crée un peu cette confiance par simplement le fait de lui parler, ce qui est le cas, nous, dans le premier entretien, je vais parler, moi, 5 minutes des sujets financiers, je vais parler 55 minutes de sujets opérationnels. Dès qu'une fille, je commence à parler avec elle de sujets opérationnels, dès le départ, en rentrant dans la discussion, bah forcément, on parle le même langage. On parle même d'ailleurs le meilleur langage. C'est pas le meilleur. Et donc, quand je dis un cocon, c'est juste créer ce sentiment de confiance qui va faire qu'on va passer plutôt un bon moment, que la parole va être plus libre, qu'on va pouvoir... Nous, quand même, je fais un métier qui est très difficile. En plus, je fais un métier dans l'amorçage. Dans l'amorçage, c'est le métier le plus difficile dans l'investissement. Parce qu'en fait, vous investissez sur des critères qui sont purement d'exécution opérationnelle. Il n'y a rien de tangible, il n'y a rien de financier. Donc, en fait, vous investissez comme si vous recrutiez sur des signaux qui sont des signaux psychologiques, de valeur, de vision, qui ne sont pas que des signaux, qui sont pas dans un bilan, quoi. Et du coup, quel genre de valeur, quel genre d'éléments vous valorisez, vous? Qu'est-ce qui vous touche le plus, justement, en dehors de ces éléments Ce qui me touche, c'est toujours, j'aime bien comprendre comment la personne en est arrivée là. Donc déjà, j'aime bien comprendre le cheminement. Voilà, donc souvent, je passe du temps à comprendre la vie et l'œuvre de la personne que j'ai en face, que ce soit un homme ou une femme, pour comprendre quel est le cheminement. Ensuite, j'aime que les choses soient pas opportunistes. J'aime qu'elles soient, justement, qu'elles aient de la matière. Et donc, je passe pas mal de temps là-dessus. Ensuite, je passe pas mal de temps sur c'est quoi, ça a été quoi, une fois que tu t'es dit que tu allais lancer un truc, qu'est-ce que tu as fait? Comment ça s'est passé? C'est quoi tes premières semaines, tes premiers mois? Comment ça s'est construit? Voilà. Ah, j'avais pas de CTO, j'avais pas d'associé, j'ai trouvé Laura sur mon chemin, voilà. J'ai été chercher, je suis sorti de ma zone de confort. Comment j'arrive comment j'arrive là? Et ensuite, le troisième point, c'est l'avenir, c'est la vision et l'ambition. C'est de dire, voilà, c'est de voir aussi quelqu'un... Les femmes, par exemple, c'est incroyable. Quand vous investissez chez des femmes, elles sont beaucoup plus dans le dialogue que des mecs. Mais beaucoup plus. C'est beaucoup plus constructif. Il y a beaucoup plus d'écoute, il y a beaucoup plus d'échanges. C'est incroyable. Il y a souvent cette perception de dire « Ah, mais moi, j'ai pas envie que l'investisseur... ils viennent m'emmerder. » Bon, moi, je me considère pas là-dedans, parce que je veux dire, je suis un entrepreneur et je vois la finance comme un moyen et pas une fin. Donc, je suis là pour co-créer. Mais les femmes, souvent, il y a un dialogue qui est bien plus construit. Donc, ce cocon, il est aussi très important parce que dans la vie nous, on fait majoritairement des boîtes dans la tech et dans l'impact. Et donc, il y a une histoire, on va dire, d'entreprise qui consiste à lever de l'argent pour faire grandir sa boîte. Et nous, comme on est les premiers, on a un peu un rôle de coach dans les levées de fonds successives. Je prends un exemple pas plus tard qu'avant-hier. Vous avez probablement vu une fille extraordinaire qui s'appelle Aude Garneau qui a créé une application qui s'appelle Plume, qui permet aux enfants de lire sur un iPad et de continuer à écrire l'histoire qu'ils ont lue. L'histoire est incroyable. En plein premier, je m'arrête 2 minutes dessus. En plein premier confinement, on lance une initiative qui s'appelle Founders Future Act, où en 72 heures, on avait débloqué 1 million d'euros pour financer des initiatives qui allaient, au sens un peu large du terme, pouvoir accompagner des initiatives qui allaient faciliter la vie des gens confinés et tout le monde qu'on vivait. Et on voit Plume débouler. Et on se dit, c'est génial, tout le monde a les gamins à la maison. Les gamins, ils sont soit sur la Switch, soit en train de regarder T'es fou sur l'iPad. Et ça serait quand même mieux qu'ils lisent et qu'ils utilisent Plume. Et donc, on la finance. Mais derrière, on est rentré dans un mode avec elle où on l'a coachée pour sa levée de fonds. Et là, elle a annoncé 2 millions d'euros. C'est une prof à la base, Aude. C'est pas une fille du business, c'est une prof. Et quand on crée ce cocon, c'est ça. C'est créer toutes les conditions pour faire en sorte qu'elle puisse avoir le moyen de ses ambitions. Voilà. Et donc, vous donnez d'autres conseils un peu pratiques à la veille d'une levée de fonds. Vous me disiez, non mais moi, je suis le genre de mec qu'on appelle la veille pour dire comment je m'habille demain, du coup, pour... C'est vrai, j'ai déjà eu ces questions, quoi. J'ai déjà eu des filles qui m'ont appelé en me disant, mais attends, j'ai un rendez-vous avec un très gros fonds de la place dont je tairai le nom, comment je dois m'habiller? C'est difficile, mais c'est aussi terre à terre que ça. Et en fait, moi, ma réponse, elle a été simple. Elle me dit, c'est un peu comme la baseline McDo, c'est venez comme vous êtes. Sois toi-même.
Sois toi-même, sois forte. Soit, voilà, tu pitches, tu as quelque chose d'extraordinaire. Plutôt de dire que l'habit fait le moine, c'est ta boîte qui fait le moine. C'est ta conviction, c'est ta vision qui fait, tu vois. Mais ça arrive très souvent, des questions comme ça. Enfin, de ce genre-là. Non, mais du coup, le travail que vous faites est assez génial, mais c'est vrai que malgré tout, on voit quand même les chiffres et que il y a quand même encore énormément de difficultés pour les startups féminines à se faire financer. Et Tatiana opine du chef à juste titre, parce qu'avec Sista, elle se bat pour ça. Donc, pour ceux qui n'auraient pas entendu tout à l'heure, les startups féminines françaises ont 30% de chances en moins de lever des fonds auprès des principaux investisseurs. Et la situation s'aggrave à mesure... c'est ça, hein? Ouais, bien sûr. S'aggrave à mesure de la taille des tours. Des tours de financement. Et donc, il faut quand même éventuellement parce que tout ça se passe tu vois, dans la tête il faut éviter un maximum de biais, il faut que les investisseurs soient, comme vous, très réceptifs et aient envie de lire quelque chose de particulier, mais il faut quand même qu'on essaye de voir quelles pourraient être les solutions pour que les choses s'améliorent. Donc, c'est quoi l'idée, en fait? L'idée, c'est de dire qu'il faut instaurer des quotas partout, il faut... Alors, pour revenir sur les quotas, je reviens juste sur ce que disait Marc sur le fait qu'il y ait beaucoup de testostérone dans ce milieu. Et on parle tous du fait qu'effectivement, c'est dur d'entreprendre quand on est une femme, on a un sentiment de culpabilité, qu'on a plein d'histoires multiples et variées où on s'est retrouvé devant énormément d'investisseurs hommes et on s'est senti un peu décontenancé. Et je pense qu'il y a quelque chose de très important, et c'est pour ça qu'on a lancé Sista il y a 2 ans, c'est qu'il faut arrêter de penser que le problème est la femme, c'est-à-dire que le problème est évidemment systémique. C'est-à-dire que moi, ça fait donc depuis 2008, j'entreprends avec une femme et j'avais toujours les mêmes questions, et aux conférences, on parlait toujours de la même chose, du fait que quand même, les femmes manquaient un peu d'audace, qu'elles pitchaient quand même un peu moins bien. Et il y a ce qu'on appelle une présomption de manque d'ambition. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours retrouvée, que ce soit pendant mes levées de fonds ou même quand j'ai lancé ma boîte, quand j'ai vendu ma première boîte, dans des situations où en face de moi, les gens pensaient que j'avais de petites ambitions. Je ne sais pas si je peux intervenir. Je ne sais pas si tu peux raconter une anecdote que tu m'as racontée. Oui, mais je l'ai déjà racontée, donc tu l'as déjà racontée, mais c'est pas grave parce que tout le monde ne la connaît pas. Mais c'est un truc incroyable. Donc c'est au moment de la vente justement de Dilissim. Nous, on était donc 2 avocates avec mon associé. On a monté une première boîte en 2008. On sortait d'HEC et tout le monde nous disait, bon, évidemment, vous ne connaissez rien à la tech ni à la finance, et vous êtes 2 femmes, donc aucune complémentarité. Enfin, tout ça n'a aucun sens. On l'a quand même fait. On a eu une aventure exceptionnelle, puisque en 2 ans, on a levé des fonds, on a recruté plus de 150 personnes et on a vendu cette société donc, à une filiale d'Amazon. Et quelques jours avant la vente, notre acheteur donc, nous appelle et nous dit « We have to talk ». Bon, en général, quand quelqu'un dit ça, clairement, c'est qu'il y a un petit sujet. On se dit, on va se faire larguer, enfin, il y a un truc qui ne va pas. Ou il y a un cadavre dans le placard, ou il y a un prud'homme. Enfin, on était convaincus qu'il y avait quand même un peu un problème dans nos chiffres et que le deal n'allait pas se faire. Donc on va à Washington, c'était évidemment un moment, c'était 24 heures extrêmement douloureuses, puisqu'on se disait qu'on avait 120 personnes, qu'on n'avait plus d'argent et qu'on allait évidemment fermer et que notre vie s'arrêtait là. Et donc on arrive à Washington, on se retrouve devant les gens qui allaient nous racheter, donc il y avait 3-4 hommes, et ils nous regardent et ils nous disent « Do you want to build an empire ?» Pardon. J'ai dit, oui, je suis pas là pour coller des gommettes. Enfin, clairement, on n'a pas dormi depuis quelques années. On est là pour créer quelque chose de grand. Alors après, est-ce qu'on l'appelle empire ou pas? Il fait, non. Repeat after me. Do you want to build an empire? J'étais, I want to build an empire. Et puis là, avec mon associé, en plus, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mec, il avait été un plomb, il faut lui dire qu'on veut build an empire. Et donc là, c'était l'époque des grands. Elle parlait pas excessivement bien à l'époque, ton associé? Hyper bien en anglais, donc je lui dis, je sais pas, répète ce que je dis. Et donc là, 3000 mètres carrés, c'était l'époque encore où on était convaincus que tout ce qui était... bureau ouvert marchait Open bien, space, donc il y avait 3000 mètres carrés, d'espèces de baleines partout, la nourriture un peu partout, parce qu'au début des startups, on pensait qu'on mangeait pas assez, donc il y avait free food, et donc à chaque fois, je sais pas si vous êtes déjà arrivé d'aller chez Facebook ou Google, mais à chaque fois on vous dit « Do you want a banana ?»
C'est là, genre, ça va, j'ai mangé ce matin. Ou take an apple. Enfin, ils veulent toujours passer par la cuisine pour essayer de nous refiler des trucs. Bon. Donc, je me retrouve dans cet open space et avec mon associé, on est là. I want to build an empire! I want to build an empire! Et dans une espèce de cri de désespoir absolu. Et c'était un moment de solitude évident, mais aussi un moment très intéressant. Et je m'en suis rendu compte quelques années après, où le problème n'était pas nos chiffres, le problème n'était pas notre positionnement sur le marché, le problème était qu'ils pensaient qu'on voulait faire un petit business. Et donc nous racheter pour faire un petit business, c'était pas très sexy. Et donc ils étaient tellement convaincus qu'on avait une petite ambition, qu'ils voulaient se convaincre qu'on en avait une grande pour finaliser le deal, nous racheter et grandir. Voilà, donc la présomption de manque d'ambition, je pense que c'est quelque chose qu'on a toutes à un moment donné eu. Et c'est vrai, je pense qu'on ne pitch pas pareil. C'est prouvé. Le problème aussi, c'est que les pitchs féminins sont considérés toujours comme moins ambitieux. Et à mon avis, il y a un certain nombre de choses à faire, notamment en se disant que le problème est systémique et qu'il faut arriver à faire en sorte que les femmes entrepreneurs soient de plus en plus nombreuses, qu'elles s'entraident de plus en plus. Et ce qu'on fait avec Sista, on a des formidables communautés autour de Sista Entrepreneurs. Ce qu'on fait avec Veuve Clicquot aussi, à travers Sista Ball, qui est un programme de mentorship qu'on a mis en place pendant la crise. Et certaines d'entre vous m'ont dit à quel point ça avait été utile et j'en suis évidemment très heureuse. Et on essaye de féminiser aussi le monde de l'investissement parce que c'est un monde où il y a 89% d'hommes. Donc 89% d'hommes, c'est évident qu'à un moment donné, ça va être plus compliqué de se faire financer quand en face de nous, on a uniquement des hommes. Donc je pense qu'il y a deux choses en partant de solution, qu'il y ait plus de femmes entrepreneurs et qu'elles soient plus mises en lumière, qu'il y ait plus de femmes investisseurs et qu'elles s'entraident également pour financer plus de femmes entrepreneurs. Il y a quand même un sujet très générationnel, c'est ce que je te disais au téléphone, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont plus de 50 ans. Et moi, je pense, et je le vois parce qu'en fait, j'essaie aussi de former des nouvelles générations d'entrepreneurs et investisseurs, c'est qu'en fait, juste le mindset, c'est pas du tout le même. Donc tout ça va pousser. Voilà. Et j'ai bon espoir qu'en fait, il y ait un mouvement massif, si tu veux, parce qu'un investisseur qui a 35 ans, il voit pas les choses de la même manière qu'un investisseur qui en a 60, quoi. Moi, combien de fois j'ai vu des réflexions, mais ça pourrait être le cas chez des partenaires de cabinet d'avocats, ça pourrait être le cas partout. Genre, non mais elle est mignonne celle-là, on ne dit pas elle est mignonne celle-là, enfin je veux dire ça n'existe plus tout ça. Non, bien sûr que ça existe encore, ça existe trop. Je veux dire, ça n'existe pas de le dire. Enfin, je veux dire, il y a 30 ans, ça passe, il y a 20 ans, je veux dire, ça passait, mais ça passe plus aujourd'hui, on ne dit pas ça. Et ça arrive souvent, trop souvent d'ailleurs. Non, quand je dis ça n'existe pas, c'est... Ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus. Enfin, je veux dire, et c'est fou que quand on a 60 ans et qu'on est investisseur et qu'on porte quand même beaucoup de responsabilités, je veux dire, on déploie de l'argent dans une industrie qui est visible, où l'enjeu réputationnel est important, on soit tant dans le déni, on va dire, de tout ça et qu'on ne fasse pas attention à ça. C'est ça, moi, qui me choque. Et vous, Laura, qui êtes aussi très impliquée, vous m'avez dit très joliment, depuis que, donc, par rapport à vos études et tout ça, depuis que j'ai 17 ans, je suis vraiment la minorité. Ouais, je suis la triple minorité. Et vous êtes très impliquée, vous avez d'ailleurs créé un think tank. Qui est dédié, à ces questions, voilà. Crée-en deux, hein. Ouais. J'en crée deux, pourquoi? Tu vois, des think tanks, tu vois. Et donc, qu'est-ce que vous voyez, vous, comme solution possible, éventuelle Qu'est-ce qui vous... Alors, sur la question de l'entrepreneuriat, du numérique en général, de tout ça. Disons de l'entrepreneuriat dans le numérique, peut-être. Alors, dans le numérique, je pense que... les solutions, elles se situent à plusieurs niveaux. Comme disait Tatiana, il y a déjà toute la question des rôles modèles, de féminiser les équipes d'investisseurs pour que l'accès au fonds soit plus simple. Je pense aussi qu'au niveau des jeunes filles, en fait, il faut créer des vocations. Alors ouvrir, encore une fois, j'utilise ce terme, mais le champ des possibles. Je vois beaucoup d'autocensure, en fait. Moi, depuis que je me suis lancée, que j'ai été amenée, en fait, moi, je m'étais pas forcément penser en tant que femme dans tel ou tel secteur. Et en fait, la question, pour moi, c'est... la problématique s'est matérialisée par les retours que j'ai pu avoir, en fait,
2 jeunes filles qui venaient me voir, qui me posaient des questions, comment t'as fait, ou c'est juste incroyable que tu sois là. Enfin bon, le questionnement que je pouvais voir à l'extérieur m'a fait me poser des questions à moi, il m'a fait me prendre conscience déjà que il y avait énormément de barrières en fait que je me mettais pas du tout, et que donc en fait pour moi c'était plutôt simple de tester des choses, vu que soit je le testais et je vivais sans regret quelque part, soit je passais, mon fameux arbre de décision, soit je passais à côté de quelque chose qui, sur le long terme, était beaucoup plus dommageable pour moi. Donc cet aspect autocensure, je pense qu'il y a un gros travail à faire dessus. Alors il y a à la fois les rôles modèles, mais pour moi ça passe aussi peut-être par aller les chercher plus jeunes, au collège, au lycée, au moment où en fait tout se décide un petit peu, on commence à réfléchir à ce qu'on veut faire, les filières et les carrières qui sont possibles pour nous. Il faut montrer des modèles d'entrepreneurs, mais pas que, aux jeunes filles. Il faut parvenir à les rattraper quelque part. Parce que, en plus, moi, je trouve ça vraiment très dommage jusqu'à la fin du lycée, les filles et garçons, sur les questions scientifiques, numériques, il n'y a pas de différence. Les différences commencent à apparaître au début des études supérieures. Moi, j'ai vu entre ma classe de terminale S, où on était majorité de filles, et quand je suis arrivée à Saint-Louis, d'ailleurs, qui est juste à côté, on était 48, il y avait 3 filles. Donc 3 ou 4 filles, je crois, en sup. Le drop est incroyable. Donc il faut aller les chercher plus tôt. Là où moi, je suis assez optimiste, c'est qu'en tant que recruteur avec Tractor, une de mes premières obsessions, c'était d'avoir des équipes paritaires, de trouver, alors moi je m'occupais de la tech, donc de trouver des développeuses, autant dire que ça a été très compliqué, mais je me rendais compte en fait que sur les reconversions, au niveau de profils un peu plus matures de jeunes travailleurs, en fait, ces mécanismes commençaient à changer. Il y avait de plus en plus de jeunes filles, de femmes même, qui osent se lancer, qui osent se reconvertir, qui osent se penser entrepreneurs et qui osent rêver en fait à ces questions-là. Donc, je pense qu'il y a peut-être deux axes sur lesquels il faudrait creuser en plus de ceux dont tu as parlé, Tatiana, c'est aller chercher plus tôt, essayer de créer des vocations chez les jeunes filles, et puis pour les femmes qui sont intéressées par ces métiers en fait et par l'entrepreneuriat, les pousser le plus possible. Donc ça va par du mentoring, ça passe aussi par des rôles modèles, ça passe par l'accès aux fonds, ça passe par plein de choses en fait. Il n'y a pas une réponse unique, je pense, à cette question. L'étude parle aussi pas mal de network. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites toutes les deux, tous les trois? Est-ce que vous participez à des... Bon, avec Sista, de fait, c'est quand même un sacré network, mais est-ce que ça a été important pour vous? Est-ce que de ces rencontres-là, de ces unions-là sont nées... Ouais, je pense que c'est fondamental, et les femmes le font moins. Nous, ce qu'on fait, les levées de fonds, les relations interpersonnelles sont souvent très importantes dans le cadre d'une levée de fonds, parce que on va suivre des entrepreneurs et puis à un moment donné, on va effectivement investir ou pas. Et c'est vrai que les femmes network moins. Et donc, on a créé chez Sista ce qu'on appelle les Inclusive Hours. Les Inclusive Hours, c'est des journées portes ouvertes au sein de fonds d'investissement, parce que c'est prouvé que quand on connaît quelqu'un, on a 13 fois plus de chances de lever des fonds que quand on envoie un simple email à contact@Marc, par exemple. Et donc, on essaye au maximum de faire en sorte que les femmes entrepreneurs rencontrent ces dirigeants, partenaires de fonds d'investissement pour justement les aider à lever des fonds. Mais je pense que le networking est fondamental. Il y a des tonnes d'études sur le sujet. Il faut arriver de façon désintéressée, puisque si on commence quand on en a besoin, ça ne marche pas. Il faut toujours à un moment donné créer son réseau, et puis le jour où peut-être on a besoin de cette personne-là, on va pouvoir la solliciter, mais ce n'est pas possible de solliciter les gens sans avoir construit de relation avant. Donc moi, un conseil que je vous donnerais, c'est vraiment essayer, quand vous n'êtes pas à la recherche de quoi que ce soit, de créer un réseau, que ce soit avec des financiers ou d'autres entrepreneurs ou des partenaires, parce qu'in fine, c'est incroyable comment on arrive
à se faire aider justement par son réseau. Enfin, en tout cas, en étant entrepreneur, c'est fondamental. Mais justement, pour pas que ce soit un outil de reproduction finalement de gens qui auraient pu connaître, etc., comment on fait pour accéder à ces inclusive hours? L'idée des inclusive hours, c'était justement de se dire, moi j'allais beaucoup... Non mais si moi par exemple je veux y aller, je fais comment? Alors, toi, si tu es une formidable autrice et que tu ne veux pas forcément monter de boîte, je ne sais pas, mais si tu veux monter une boîte, tu t'inscris à des Inclusive Hours qui ont lieu tous les mois. On s'inscrit en ligne. Et c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert et à tout le monde. On a un voilà. nombre de places limité, mais l'idée était de se dire, justement, moi j'allais à un certain nombre de verres ou d'ateliers organisés par les fonds, qui avaient évidemment que des mecs, et je me disais que c'était bizarre qu'il n'y ait pas de nanas. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de consacrer à des femmes entrepreneurs une exclusivité pendant quelques heures au sein des fonds. Et d'ailleurs, Marc, je crois que tu en hostes un. Tout le temps, j'en hoste. Alors, pas spécifiquement sur Sista, mais je suis ravi de le faire. Mais c'est vrai, c'est très. Alors, juste un point quand même. Le mec qui envoie un call d'email à contact @ il lève pas plus d'argent que la nana qui envoie un email à contact @. On répond plus. Alors, j'espère que ça va changer, mais aujourd'hui, on répond plus à des. Il y a une étude de Wharton qui a été faite. On répond plus à un homme qui dit hi c'est vrai qu'à une femme. Après, en tout cas, nous, si tu veux, on n'a jamais mis de l'argent dans quelqu'un qui nous contactait de façon froide, même si on reçoit énormément de choses. C'est vrai que tout le temps, ça s'est passé par quelqu'un qui connaît un entrepreneur. Genre, le premier vecteur de business pour nous, c'est la recommandation des entrepreneurs chez qui on a investi, hein, qu'on soit clair. Hein. Mais un point qui est quand même important, c'est que là où je suis d'accord, c'est que quelque chose qui compte énormément sur la levée de fonds, c'est créer la relation avant que l'événement de levée de fonds arrive, globalement, et boire des cafés, quoi. Voilà. Et c'est un truc que les filles font moins. C'est vrai. Et je sais pas pourquoi, parce qu'elles ont peur. C'est un peu ce truc de dire, quand une nana, elle sollicite, elle a peur de passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas. Elle est pushy, quoi. Ouais, si elle est pushy, on va dire, attends, tu vois, c'est la petite, là, elle a quand même les dents qui rayent le parquet, quoi. Ouais. Alors qu'un mec, c'est normal. Un mec, il est ambitieux. Ouais, il est ambitieux. Et je pense que c'est ça, mais en fait, c'est une vraie connerie, pour le coup. Et il y a un autre truc, quand même, c'est qu'il y a de plus en plus de filles dans les fonds, quand même. Et, je veux dire, il y a des fonds super, qui ont des équipes féminines super, qui font très bien leur travail. Et je trouve aussi que ça aide énormément les femmes à aller toquer à la porte, quand même. Tu vois, je pensais, je sais pas, à Elaya, tu vois. Bien sûr, moi je suis financée par des femmes. Tu vois, chez Idinvest, il y a des partenaires filles. Voilà. Non, mais ça arrive, mais voilà. C'est évident, il y en a de plus en plus. Après, encore une fois, 89% des partenaires sont des hommes et dans 50% des fonds, il y a 0 femme partenaire. Et donc, comme toi tu traînes que avec des investisseurs femmes, peut-être que tu t'en rends pas compte. Mais la réalité, c'est que quand même, je pense qu'on a tous envie d'être extrêmement positifs et moi je le suis parce que je continue à lancer des boîtes, lancer des projets et que j'adore ça. Mais quand même, les choses sont pas évidentes, les chiffres sont pas très bons. Tu t'as donné un certain nombre de chiffres. Un des chiffres qui me préoccupe, c'est que sur les 10 dernières années, il n'y a eu que 2% de l'argent du venture qui a été investi dans des femmes entrepreneurs. 2%. C'est absolument rien. C'est même pas une commission, un pourboire, rien. Et je trouve que sur ça, je suis très fière et je remercie absolument que ce soit Veuve Clicquot qui nous soutient, Nathalie qui fait partie de notre board chez Sista, Laura avec qui j'avais fondé un groupe de travail au Conseil national du numérique sur ce sujet. Je pense que le fait de se mettre d'accord sur de la data fait qu'on arrête quand même d'être tous dans des petites anecdotes de « Ah, mais moi, j'ai pas eu de problème. Ah, bah toi, t'en as eu. Bah, t'es un peu une chochotte, alors. » Parce que objectiviser tout ça permet quand même de se mettre d'accord sur le fait qu'il y a des problèmes, qu'avant, on n'avait pas de chiffres. Et un des focus qu'on a eu depuis le début avec Sista, c'était qu'il fallait compter les femmes pour que les femmes comptent. Et ça, je pense que c'est très important. C'est que sans chiffres, on a chacun notre avis, notre vécu, notre culture, un père ou une mère qui est comme ci ou comme ça, et on ressent ou pas une discrimination. Moi, je l'avais pas ressenti, mais en même temps, c'est évident que j'en ai été victime. Au début, la première table ronde, tu posais la question. Je pense que c'est super de ne pas avoir le sentiment de l'avoir vécu. Moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir été discriminée, mais je l'ai forcément été. On est face à des investisseurs, encore une fois, et face à une société qui, de toute façon, est biaisée. Donc, c'est pas grave, il faut juste en prendre conscience pour pouvoir agir dessus, mais c'est une programmation par défaut, factuellement.
Bon, bah merci. Si vous avez, il nous reste 2 petites minutes. Si vous avez des questions, j'imagine qu'il y en a ou pas, avant de recevoir notre... Oui. Vous avez posé tout à l'heure, mais sur le... Vous avez le droit. Le networking, il y a juste un truc, c'est que moi, j'ai l'impression qu'on voit l'efficacité un peu différemment. Et pour avoir une famille avec une maison à gérer et ma boîte à gérer, des fois, je me dis effectivement qu'aller prendre 10 cafés pour networker, peut-être que c'est pas le plus efficace que la partie, peut-être que c'est dommage. Hein. Mais j'aimerais bien avoir ton avis parce que moi, je ne vois pas aller prendre des cafés comme le truc le plus smart à faire tout de suite. Et c'est pas parce que je ne veux pas envie de sentir être c'est un choix, c'est sûr. C'est juste parce que je me dis, bon, là, j'ai autre chose à et du coup, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Moi, je ne vois pas ça comme un mode... Bon, mon avis, c'est globalement, déjà, pour ta santé, il ne faut pas boire trop de café. Si tu veux, c'est pas bon. Mais... Non, mais le point, si tu veux, c'est quoi? C'est de dire, une levée de fonds, là on parlait d'un moment extrêmement spécifique. Moi je te parle pas d'aller boire des cafés toute l'année avec plein de gens. Ça sert à rien, tu perdras ton temps, ça ne rime à rien. Moi je te dis juste que, je rebondissais sur les propos de Tatiana, qui est de dire, une levée de fonds, ça se prépare en amont. La vérité c'est que, en fait, quand tu te dis que tu vas sortir, tu sais quasiment avec qui est susceptible de venir dans ta boîte. Et pour que ça se fasse, et pour que tu crées les conditions, il faut aller boire quelques cafés. Tu peux prendre un Perrier, un Coca si tu veux, mais voilà. Mais il faut le faire, parce que ça se prépare. Tu vois, là, pour te donner des tips, si tu veux, là, les levées de fonds de septembre, qui vont démarrer en septembre, en ce moment, les entrepreneurs font des rendez-vous informels pour présenter un peu l'entreprise, présenter un peu l'équipe, présenter d'où ils viennent. Comme ça, en fait, la personne en face de toi, quand en septembre, tu vas démarrer de façon structurée ton roadshow, bah, elle va déjà avoir une connaissance de toi, elle aura peut-être passé un bon moment, j'espère, avec toi, et ça fait beaucoup, tu vois. Donc c'est plutôt dans cet esprit-là. Donc sur une fenêtre de temps très précise, limitée, voilà, il y a un début, il y a une fin, la maison, ça va bien se passer, voilà, et c'est bien de le faire. Mais après, je sais pas si, je pense que tu utilisais l'expression café, mais peut-être que c'était plus général d'aller à des événements networking et appartenir à des réseaux. Et effectivement, on a ce sentiment parfois de temps perdu. Moi, je l'ai fait très tôt. Et je me souviens très bien, par exemple, que mon mari entrepreneur aussi me disait mais tu perds tellement ton temps, au lieu d'aller boire des verres avec tes copines, tu vas faire du réseau. Et c'est vrai que ça m'a énormément servi. Donc je pense qu'il faut essayer d'être efficace dans ces cafés et donc faire en sorte, typiquement en ce moment il y a quand même beaucoup d'événements, que ce soit les événements de France Digital, des événements de Sista pour ne pas les nommer, il y a plein d'événements où on peut rencontrer en quelques heures des dizaines de gens qui vont finalement vous pointer vers d'autres gens, vous donner une idée potentielle d'un client ou d'un investisseur, et ça c'est pas du temps perdu. Oui, toi tu as rencontré tes associés, Laura, lors d'un Startup Weekend, et on a rencontré un de nos investisseurs d'ailleurs lors d'un concours de start-up qu'on avait ciblé justement pour pouvoir commencer à créer des relations. Donc je confirme, et je vais dans le sens de tous les deux, que c'est hyper important. Donc c'est des rencontres et un at roadshow, large, ça se prépare à horizon 2-3 mois. Effectivement, le café, le Coca, le Sprite, on peut pas passer à côté en fait. Surtout en ce moment, c'est que les gens ils demandent que ça. Tu vois, dès que tu leur proposes, on fait un petit truc. Une terrasse. Et sûr, ils viennent. Donc il faut profiter. Voilà. Oui. Moi, je voudrais dire une chose. Je trouve que c'est très bien d'organiser des événements comme ça. C'est génial, tout ce que vous faites et tout. Vraiment, merci. Vraiment. Je trouve que ce que tu as dit sur le fait qu'il faut regarder les chiffres pour voir qu'il y a effectivement une réalité objective, c'est vrai. Mais je ne me reconnais pas du tout dans ce que vous dites, pour une raison très simple, qui est que j'ai l'impression qu'on part du postulat que être une femme est un handicap. Et moi, je ne pense pas ça. Moi, je pense que être une femme, c'est un atout extraordinaire pour peu qu'on décide de regarder les côtés positifs de la chose. Oh, mais je crois Je suis convaincue qu'on crée notre réalité par nos pensées. Et je pense que vraiment, c'est ça qu'il faut encourager. Oui, mais vous avez totalement raison.
Vous avez totalement raison, mais je pense qu'on a eu la chance d'avoir quand même beaucoup de femmes qui étaient plutôt extrêmement fières d'être femmes et des tas comme que ce soit Nathalie, Sabrina, Juliette, Aurélie qui disent à quel point, il y a même Sabrina l'a pas dit par exemple, mais je sais que moi elle m'a dit de temps en temps je me dis oh c'est dingue, et Sophie qui va venir bientôt qui est notre invitée, Sophie me dit ça souvent aussi, elle me dit tu sais en fait je crois qu'on est trop puissante. Mais oui. Et donc, je crois, alors je suis triste que vous ne vous soyez pas reconnus, mais je pense qu'en tout cas, on a quand même eu des modèles, là, pour le coup, aujourd'hui, de femmes qui ne se sentent pas handicapées du tout. Ce que je vois vraiment, c'est que être une femme dans un milieu d'hommes, des hommes, c'est un atout extraordinaire. C'est un atout, mais moi, ce qui me... moi, je suis extrêmement fière d'être une femme, je pense qu'on beaucoup. Mais la question, c'est, on a été élevés en pensant qu'on était dans une méritocratie. On était convaincus qu'il y avait un lien direct entre force de travail et succès. En tout cas, je pense que c'est pour ça aussi qu'on a le sentiment qu'on n'a pas été discriminés, parce qu'on nous a toujours dit tout est possible. Alors, et moi, sur le tard, j'ai compris que, en fait, non. Les gens avaient un certain nombre de préjugés et que le fait d'être une femme, même si moi je trouvais ça super, était quand même compliqué, notamment pour avoir accès à du capital. Moi j'ai toujours eu une énorme ambition et j'ai toujours voulu, dans la tech, lever des fonds pour que mes entreprises aillent au next step. Et j'ai été confrontée à un certain nombre de difficultés que deux hommes n'auraient pas eues. Et donc là, le sujet, je pense aujourd'hui, c'est de se dire, on est des femmes exceptionnelles, on est aussi ambitieux, sauf qu'on a une autre façon de l'exprimer, on a une expression de l'ambition qui est différente, on n'est pas risque averse, on est risque aware. On va comprendre le risque peut-être différemment et donc parler de façon moins folle de nos entreprises et on peut être un tout petit peu plus raisonné dans nos pitchs. Et donc l'idée, c'est de se dire, à partir du moment où on n'est pas dans une méritocratie, parce qu'il y a un certain nombre de biais, parce qu'il y a une surpuissance des hommes dans ce secteur qu'est la levée de fonds notamment, comment est-ce qu'on fait pour avoir accès et les mêmes chances, il faut se mobiliser. Et donc, c'est ce qu'on fait. On se mobilise. Moi, j'avais jamais vraiment adoré être qu'entre filles, sauf que maintenant, je me rends compte que les langues se délient, qu'on s'entraide, que travailler entre pairs et s'écouter entre pairs fait qu'on progresse. Et il y a 2 ans, quand on a lancé Sista, on n'était pas dans une logique victimaire en disant « Ah là là, on est moins bien ». On était dans une logique justement très conquérante et ambitieuse en se disant « Mais attendez, moi, j'ai que des femmes autour de moi qui sont exceptionnelles. Pourquoi est-ce qu'elles ne lèvent pas autant? Pourquoi est-ce qu'elles ne font pas autant d'exits? Il y a très peu de femmes qui ont vendu leur société. Sauf que pour lever des fonds, faire un exit et avoir un écosystème qui est mature sur ce sujet, il faut faire bouger les choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a une toxicité dans l'univers tech parce qu'il y a trop d'hommes. Et donc, on a envie de prendre notre place, d'être tout aussi ambitieuse et de dire que c'est pas que de notre faute, que la société aussi a une responsabilité et qu'ensemble, on va faire en sorte de financer 25% de femmes à horizon 2025, 50% de femmes à horizon 2050 et qu'un jour, on arrivera à être autant financé et à gagner autant d'argent que les garçons. Bravo! Je crois qu'on va s'arrêter là-dessus, ce sera parfait. Je vous remercie tous les 3, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.